Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Appel à la levée des sanctions contre le Zimbabwe et le Soudan. Un appel formulé par le président rwandais Paul Kagame lors du premier sommet intersession extraordinaire de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Malgré les mesures prises par les autorités, le nombre de cas confirmés de Covid-19 ne cesse de grimper à Sao Tomé et Principe. Comment l'expliquer? Surtout, faut-il changer de stratégie? Élément de réponse dans ce journal. Et puis, faire tourner la planche à billets pour contrer le déficit budgétaire n'est pas une solution. C'est ce qu'estime la Banque centrale sud-africaine qui redoute de gros risques d'inflation. Paul Kagame à la rescousse du Soudan et du Zimbabwe. Le président rwandais a plaidé lors du récent sommet de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour la levée des sanctions internationales à l'encontre de ces deux États aux économies particulièrement fragiles. L'enjeu est de soutenir leur capacité à faire face à la pandémie de Covid-19. Neile Claude Bessa. Lors du premier sommet extraordinaire intersessionnel de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le président rwandais Paul Kagame a appelé à la révision et à l'examen des sanctions contre deux pays africains, le Soudan et le Zimbabwe, afin de soutenir leur capacité à répondre à la pandémie de Covid-19. Au cours de la rencontre présidée par le président kényan Uhuru Kenyatta, le chef de l'État rwandais a déclaré qu'une coopération et une interdépendance mutuelle accrue garantiront l'efficacité de la réponse internationale en dépit de la durée de la pandémie. Les négociations en cours pour définir la prochaine phase des relations entre les États de l'OACP et l'Union européenne ne devraient pas être entravées par la pandémie. Dans le même temps, nous devons saisir cette occasion pour veiller à ce que les mesures de prévention et de redressement en discussion ici soient pleinement intégrées dans l'accord final. Une coopération accrue et une interdépendance mutuelle seront la marque d'une réponse internationale efficace. Parmi les aspects notables de la coopération existante figurent les centres africains de contrôle et de prévention des maladies dont la contribution a été visible dans l'amélioration des capacités de test ainsi que l'Union africaine qui coordonne les efforts de plaidoyer alors que les pays cherchent un espace fiscal pour répondre efficacement. D'où la nécessité plus que jamais de lever les sanctions imposées au Soudan et au Zimbabwe dans ce contexte particulier de crise sanitaire. Indeed, it is a challenging time for all of us. En effet, c'est une période difficile pour nous tous, mais je crois qu'ensemble, nous surmonterons la pandémie du Covid-19. L'organisation doit donc servir de forum pour formuler et coordonner des propositions communes sur les questions mondiales et le Covid est en effet l'une d'elles. Nous devons affirmer que l'OACP est solidarité et coopération pour atténuer les effets de la pandémie pour tous nos membres. Si l'un d'entre nous échoue, nous échouerons tous. Nous ne pouvons gagner cette bataille que si nous la gagnons ensemble. C'est le moment de la solidarité. Ce sommet extraordinaire intersession, qui est le tout premier depuis le changement en avril de la dénomination du groupe ACP en Organisation des États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, était organisé sous le thème « Transcender la pandémie du Covid-19, renforcer la résilience par le biais de la solidarité mondiale ». De son côté, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a appelé lors de ce sommet virtuel à une solidarité internationale dans la lutte contre le coronavirus et ses conséquences socio-économiques dramatiques. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a réitéré la nécessité d'une solidarité globale des pays de l'OEACP dans la lutte contre la pandémie mondiale de coronavirus. Lors du premier sommet virtuel de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, présidé par le chef d'État kényan Uhuru Kenyatta de ce 3 juin 2020, il a invité ses interlocuteurs à un effort collectif, notamment dans la mise en place des structures sanitaires modernes dans les pays ACP où les systèmes de santé demeurent faibles. Dans le domaine de la santé, l'on pourrait relever les faiblesses des infrastructures sanitaires dans les pays ACP. J'invite donc à un effort collectif de mise en place de grandes structures modernes, dûment équipées et en mesure de desservir les pays par pôles régionaux.
Le président de la République du Congo s'appuie sur la solidarité mutuelle contre la pandémie du coronavirus, mais n'exclut pas la question de la dette des pays africains. Dans ce contexte, il a requis le soutien des partenaires techniques et financiers. Je salue les conclusions du G20 proposant une suspension du paiement du service de la dette publique bilatérale des pays de l'Association internationale du développement. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays de l'OEACP et autres dirigeants ont participé à cet échange par visioconférence. En l'occurrence, le président en exercice de l'Union africaine et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Au Sénégal, les autorités lâchent du lest face à la pression de la rue. Après 2 nuits d'incidents et de protestations contre les mesures de lutte contre le coronavirus, le gouvernement a annoncé ce jeudi un allègement des mesures imposées. Le début du couvre-feu est repoussé de 2 heures. Il s'étend désormais de 23h à 5h du matin. Les restrictions du transport interrégion ont également été levées, tandis que les restaurants, les salles de sport et les casinos sont autorisés à rouvrir. Les citoyens doivent en revanche respecter scrupuleusement les gestes barrières et notamment le port du masque et la distanciation physique. La stratégie de lutte contre cette pandémie est sévèrement critiquée à Sao Tomé et Principe et pour cause. Le nombre de cas confirmés ne cesse de grimper. La barre des 500 cas a été franchie ces dernières heures, poussant les autorités à décréter un 5e état d'urgence sanitaire. On fait le point avec Naïlé Claude Bessa. Un nouvel état d'urgence a été décrété le 1er juin à Sao Tomé et Principe, le 5e en 3 mois relatif à la crise sanitaire actuelle. Allant jusqu'au 16 juin, le président de la République, Evaristo Carvalho, justifie ce décret par la propagation de la maladie dans l'archipel. À ce jour, le tableau épidémiologique reste grave et dû à la croissance exponentielle des infections et des décès causés par le nouveau coronavirus. Le nombre de cas positifs dans la croissance quotidienne est l'explication peu convaincante, surtout en raison de la fragilité organisationnelle et fonctionnelle de nos services de santé. Le gouvernement a réajusté les mesures préventives restrictives au nouveau coronavirus, dont la plupart sont des ajustements imposés par la situation, le retour des fonctionnaires au travail de 7h à 15h et le confinement général de la population est désormais de 18h30 à 5h. Une autre des nouvelles mesures promulguées par l'exécutif concerne le financement par le gouvernement des funérailles de Covid-19 avec la participation des services compétents des ministères de la Santé et de la Défense et de l'ordre intérieur. Les mesures comprennent également des tests de masse sur Covid-19 dans tout le pays. La présence d'un laboratoire de PCR à Sao Tomé fait toute la différence. Cela aurait dû se produire il y a longtemps, mais pour des raisons logistiques, nous avons échoué. Et aujourd'hui, cet équipement qui fait toute la différence vous permettra de faire une projection complète. Et avec tout cela, établir désormais un cadre épidémiologique fiable à Sao Tomé et Principe. Sao Tomé et Principe a été l'un des premiers pays lusophones d'Afrique à fermer ses frontières pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Il a également apporté des mesures d'isolement social et de détention obligatoires. Cependant, les mesures ne semblent pas apporter les résultats escomptés, ce qui a mené les autorités à un 5e prolongement de l'état d'urgence sanitaire. Même constat en République démocratique du Congo où la moyenne de contamination quotidienne est passée de 20 cas en mars à près de 100 cas au mois de mai, ce qui pousse à croire que d'ici la fin de la semaine, la barre des 4000 cas sera franchie. Une double peine pour le pays qui vient de déclarer une 11e épidémie d'Ebola. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Alors que le pays a déjà accumulé 3643 cas de la Covid-19, ces sites devraient connaître un mouvement intense de la population. Situé au stade des Martyrs à Kinshasa, le centre de dépistage massif est opérationnel depuis le 19 mai. Cependant, l'on n'enregistre aucun engouement de la part de la population alors que Kinshasa reste l'épicentre des coronavirus. Il y a plusieurs facteurs ou plusieurs phénomènes, on ne peut pas tous les lister. D'abord, il y a ces rumeurs à Kinshasa qui circulent que la maladie n'existerait pas.
et que la maladie serait une histoire montée. Mais bien entendu, quand vous êtes en visite dans les 6 centres de prise en charge, ils n'ont pas de place. La RDC, qui a réussi à baisser la courbe de létalité qui avoisinait le 11% au début de la pandémie à moins de 2% actuellement, s'approche à en croire les derniers résultats du pic. Annoncé pour le début du mois de juin, il pourra intervenir dans la première quinzaine du mois en cours, estime le ministre de la Santé. Donc je peux dire aujourd'hui que nous allons vers le pic, n'est-ce pas? Il faudrait peut-être, selon les projections scientifiques, attendre, passer les 2 premières semaines, donc la première quinzaine du mois de juin, pour que nous puissions vous confirmer. Parce qu'il faudrait qu'on puisse arriver à un plateau et après voir la courbe commencer à descendre. La République démocratique du Congo compte en date du jeudi 4 juin 77 décès dus au coronavirus alors que 495 personnes en sont guéries. C'est dans ce contexte que le pays s'attend dans les jours qui viennent à la validation par le comité scientifique des protocoles inventés par des chercheurs congolais. Accalmie en revanche au Rwanda où le déconfinement progressif est entré dans sa 2e phase ce 3 juin. Après plus de 2 mois d'interdiction, les déplacements entre districts sont à nouveau autorisés pour le plus grand bonheur des populations et surtout des commerçants. Voyez ce reportage de notre correspondant Fraterne Ndakia Senga. Le déconfinement progressif est à sa 2e étape au Rwanda depuis ce 3 juin. Après plusieurs mois, certaines personnes peuvent enfin rentrer chez elles maintenant que les déplacements entre les provinces sont autorisés. À la gare routière de Musanze, au nord du pays, l'ambiance est presque festive. Les passagers sont très nombreux depuis le matin, surtout les gens qui vont rejoindre leur famille à Kigali et les commerçants qui vont se ravitailler. Ils se sont tellement déplacés qu'on est débordé. Aucun bus ne passe plus de 15 minutes ici à la gare. Je suis commerçant et je vais maintenant à Kigali pour me ravitailler en marchandises. C'est un grand soulagement pour beaucoup d'entre nous de pouvoir enfin bouger. Moi, j'habite ici, mais je connais des gens qui ont été bloqués ici pendant tout ce temps, loin de leur famille. Pour faire respecter les mesures barrières, tous les passagers doivent se laver les mains avant d'accéder à la gare et pour entrer dans le bus, il faut se désinfecter encore une fois les mains. Le port du masque est toujours obligatoire et une fois à bord, c'est une place sur 2 qui est occupée. Les gens comprennent et respectent les mesures barrières. Nous avons dessiné des cercles où les gens doivent se mettre en attendant de monter à bord. Mais quelquefois, ils oublient et c'est pour ça que nous avons des jeunes bénévoles chargés de rappeler aux usagers de cette gare le respect des mesures de distanciation physique et de s'assurer des prises de température des passagers. À quelques kilomètres de Musanze, le district de Rubavu reste fermé aux déplacements, comme celui de Rusizi à l'ouest du Rwanda. Tous les deux sont frontaliers avec la République démocratique du Congo et affichent de plus en plus de nouveaux cas de coronavirus, raison pour laquelle ils restent mis à l'écart selon les autorités rwandaises. Dans le reste de l'actualité, cette fois c'est officiel, le bureau du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement a autorisé ce jeudi une revue indépendante du rapport du comité d'éthique qui avait blanchi le président de l'institution Akonwemi Adesina à des accusations de mauvaise gestion portées à son encontre par un groupe de lanceurs d'alerte. Une décision qui a été prise après consultation des 54 pays du continent. La revue du rapport sera confiée à une seule personne, neutre et intègre, qui aura 2 à 4 semaines pour rendre ses conclusions en tenant compte du calendrier électoral de la BAD. En Afrique du Sud, la Banque centrale s'oppose à financer le déficit budgétaire du gouvernement. L'institution financière juge qu'une telle action pourrait détériorer son rôle de régulateur de la dépense publique. Décision qui intervient alors que le pays va connaître un écart budgétaire évalué à 10% du PIB durant l'exercice 2020-2021. Les détails avec Nathalie Mont.
Faire tourner la planche à billets pour contrer le déficit budgétaire n'est pas une solution pour l'économie sud-africaine du point de vue de la Banque centrale. L'institution d'émission de l'Afrique du Sud juge imprudent un financement direct du fonctionnement du gouvernement. Selon le vice-gouverneur Kuben Naïdo, cela supprime le rôle de la Banque centrale à garantir que le gouvernement reste discipliné dans ses dépenses. Cela augmenterait les risques d'inflation. Cela brouillerait les frontières entre une banque centrale indépendante et des titulaires de charges publiques. Si nous devions financer directement le gouvernement, il n'y aurait aucune pression sur le gouvernement pour gérer ses coûts de quelque façon que ce soit. En mars 2020, la Banque centrale sud-africaine a racheté des obligations d'État sur le marché secondaire. Mais la pandémie de Covid-19 et la chute des cours du pétrole ont plongé les actions, les obligations et les autres prix des actifs. La Banque de réserve insiste sur le fait que le but de cette intervention était de réduire les dysfonctionnements du marché plutôt que de tenter un assouplissement quantitatif. Et maintenant, comme l'État a besoin d'argent, que fait la Banque centrale? Au lieu de lui donner cet argent ex nihilo, sans contrepartie, la Banque centrale rachète ces titres sur le marché secondaire, c'est-à-dire auprès des gens à qui l'État avait déjà vendu. Par voie de conséquence, ça rend l'État plus discipliné. Le déficit budgétaire de l'Afrique du Sud devrait dépasser 10% du PIB au cours de l'exercice fiscal 2020-2021, selon le ministre des Finances, Tito Mboweni. L'écart le plus important jamais enregistré était de 11,6% du PIB en 1914, suivi de 10,4% en 1940. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.